Kaiser Khenouch, patron du RNI, il est prêt effectivement à tout faire et à tout mettre en place pour pouvoir être reconduit en 2026. En moins d'un miracle où que Khenouch arrive à faire pleuvoir de l'argent sur la tête des Marocains, je ne vois pas comment le RNI pourrait arriver premier. Parce que moi, le danger pour moi, c'est pas que le PJD soit islamiste, je m'en fiche, à la limite, c'est le Marocain qui décide. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'a pas de programme politique. Le meeting de Dakhla, le lieu géographique, pour vous, c'est pas un hasard? Pour moi, c'est pas du tout un hasard. Pour moi, c'est dangereux. Les deux jeux sont dangereux. On ne joue pas avec les causes nationales. On a cette échéance 2025, on a l'échéance et le target 2030. Est-ce que vous considérez-vous qu'effectivement, il peut y avoir un redressement aussi? Honnêtement, je suis très inquiet. Parce que si les choses continuent comme ça, on risque d'arriver au mondial, mais en perdant le Maroc en chemin. Bienvenue, Rachid Achachi. Merci infiniment. Toujours un plaisir de recevoir en débat Rachid Achachi, le chroniqueur, le conférencier. Le polémiste, non? Oui. Non, enfin oui, peut-être. Oui. Ça dépend de mon humeur, voilà. Chaque matin, je décide. Oui, en général, un peu polémiste, ouais. Mais il faut être un peu polémiste ces temps-ci. En tout cas, pour le débat d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la tendance polémiste ou plutôt la tendance non polémiste? L'un n'empêche pas l'autre, on peut être polémiste tout en étant pertinent. Complètement. Le débat d'aujourd'hui, atmosphère politique ambiante, mais également atmosphère économique et sociale. Pourquoi le débat ne fait plus politique? On a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les différentes sorties que vous avez commentées, à travers de vos chroniques également. Mais se dire aujourd'hui, est-ce que c'est les politiques qui font plus débat? Est-ce que c'est le débat qui n'arrive plus, effectivement, à émerger et à capter l'attention des opinions publiques? Quelle lecture faites-vous, autour de cette interrogation, pour que le débat ne fait plus politique? Écoutez, déjà, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des idées autour desquelles on va débattre, qu'il y ait des programmes politiques, qu'il y ait des visions idéologiques et des visions politiques pour le pays. Or, le fait est qu'il n'y en a aucune, chez personne, ni chez la majorité gouvernementale, ni au niveau de l'opposition, qui est marginale numériquement, mais qui aurait pu être qualitativement plus importante en proposant réellement une alternative en termes de réforme, en termes de lutte contre le chômage, etc. Or, aujourd'hui, ce n'est pas un débat, c'est davantage, pour le coup, des polémiques. Des polémiques soit autour des personnes, soit autour de petits règlements de compte qui relèvent de la politique politicienne, qui peuvent être pertinents, effectivement, quand il s'agit des scandales, notamment la subvention par rapport aux viandes importées, etc. Mais sans apporter aucune alternative crédible. Est-ce que ça veut dire, Rachid Achachi, que vous dites en fait, compte tenu qu'il n'y a pas de contenu politique au sein des formations politiques, majorité et opposition confondues? Tout à fait. Donc du coup, la polémique, c'est la polémique qui émerge. Tout à fait, c'est la polémique qui émerge. C'est ça? C'est ça, parce qu'effectivement, il y a rien à proposer en échange. Parce que là, l'opposition au Maroc, parce qu'on parle vous avez parlé de climat politique, elle a un boulevard devant elle. Elle a une occasion en or de briller. Parce que peut-être on n'a jamais eu un gouvernement peut-être aussi pire que celui-là, du moins durant les 20-30 dernières années. Et briller face à un gouvernement médiocre, il n'y a rien de plus facile normalement. L'opposition devrait quand même être capable de proposer des réformes, par exemple le chômage, au lieu de critiquer uniquement le chiffre du chômage, de proposer également des alternatives, des idées, des projets de loi, la question de l'inflation, la maîtrise de la hausse des prix, rien. Et donc, au fait, quelque part, l'opposition contribue à accroître la médiocrité de la scène politique en rabaissant le débat vers des débats de personnes et des règlements de compte entre partis, au lieu de l'élever au niveau du débat des idées. En fait, je suis très dur vis-à-vis de l'opposition. La responsabilité quasiment sur un même pied d'égalité, à la fois pour la majorité gouvernementale et à la fois pour les partis d'opposition. Pour vous, ils sont tous responsables au même degré, au même niveau? Non, au niveau opérationnel, bien entendu. La majorité, elle est intégralement responsable. L'opposition n'a aucun levier pour agir. Elle ne peut bloquer aucune loi, elle a une minorité absolue. Mais en termes d'idées, la responsabilité est égale de part et d'autre. Parce que l'idée ne dépend pas du nombre de députés. Quand l'opposition, justement, invoque, on l'a vu d'ailleurs, il y a encore eu un scandale, encore une polémique au Parlement, entre les députés de l'opposition et de la majorité, en disant mais nous on n'a pas de temps de parole, il n'y a pas de débat au sein même du Parlement, il y a les ministres de la majorité qui sont censés être présents pour les questions orales ou pour les séances parlementaires qui ne viennent pas non plus. Donc l'argument essentiellement avancé par l'opposition, c'est de dire voilà, nous en fait ils nous étouffent. Ils nous étouffent et puis il y a des règles du jeu en fait qui nous empêchent d'avoir de vrais espaces pour pouvoir créer le débat. Est-ce que c'est l'argument qui est louable ou pas pour vous? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus que l'on vit à une époque où il y a d'autres canaux de communication qui sont offerts à tous les politiciens, notamment le digital, l'Internet, les conférences, les vidéos, les capsules vidéo, les articles, les programmes peuvent être envoyés par des mailing lists, le terrain. Faut pas oublier le terrain, on l'oublie souvent. C'est-à-dire d'aller vers les citoyens, d'écouter leurs problématiques, de les faire remonter au niveau du parti et de les formuler en termes de propositions. Donc il y a tout un travail qui n'est pas fait. On se cache derrière, ce qui est effectivement vrai, une stratégie d'étouffement au niveau des différentes instances dans le Parlement.
Mais ça ne doit pas servir d'alibi. Ça doit être une problématique parmi tant d'autres, mais qui n'exclut pas un travail de terrain et un travail au niveau du digital qui fait partie également du terrain. Sur justement une idée, elle a des ailes. Elle peut échapper au Parlement et voyager un peu partout. Le désir et le souhait qui a été invoqué par l'opposition, c'est de créer d'introduire une motion de censure, puisqu'ils vont arriver à collecter effectivement le quorum nécessaire, contrairement à une commission d'enquête parlementaire justement sur le sujet, sur l'affaire. Je sais pas comment il y a des médias qui ont qualifié de fiasco. En tout cas, sur la gestion du dossier, sur la licence d'importation qui ont été délivrées. Motion de censure, c'est essentiellement, selon l'opposition, pour créer ce débat. Est-ce que vous vous dites effectivement, c'est courageux politiquement, et c'est nécessaire aussi que l'opposition se prenne en main aussi pour pouvoir bousculer quelque part l'ordre établi et faire en sorte que le chef de gouvernement se retrouve dans l'obligation de justifier toutes les politiques publiques qu'il mène? Alors, ce n'est pas courageux dans la mesure où ça ne peut aucunement aboutir. Donc ça aurait été courageux si jamais les conséquences d'une telle démarche pouvaient aboutir. Donc là, il aurait fallu assumer l'après. Motion. Mais dans le cas de figure, c'est effectivement intéressant. C'est pas courageux, mais c'est intéressant parce que ça permet de confronter le chef du gouvernement et la majorité à ces contradictions internes et au non-dit et de sortir un peu les cadavres du placard. Mais tout cela, il faut l'inscrire dans le cadre d'une campagne électorale qui a commencé bien avant l'heure. On est déjà en campagne électorale. Donc aujourd'hui, ce que fait l'opposition ou ce que fait une partie de la majorité procède d'une logique de campagne électorale. Parce que le scandale dont on parle, il n'a pas commencé hier. Il a commencé dès le début. Moi, ce que je reproche à nouveau, quand je critique l'opposition, ce n'est pas pour la massacrer, enfin, on ne tire pas sur une ambulance. Mais c'est pour dire, réveillez-vous. C'est-à-dire, à un certain moment, quand le projet de loi a été voté, lorsqu'il a été rédigé, lorsqu'il a été discuté, n'aviez-vous pas vu dès le départ en amont qu'il n'y avait pas les mécanismes de nature à permettre d'éviter ce fiasco? C'est-à-dire conditionner l'attribution des licences d'importation. Tout à fait, les critères de sélection, la traçabilité, etc. Donc vous n'avez rien fait en amont et vous venez pleurer en aval. Donc là, il y a une problématique d'honnêteté politique. Donc effectivement, c'est un fiasco, mais auquel vous avez contribué par votre silence en amont. Plus qu'un silence, peut-être est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incompétence politique? Voilà, aujourd'hui. Non, il y a peut-être. Se dire, voilà, aujourd'hui, effectivement, d'un côté, il y a une responsabilité de l'exécutif, de celles et ceux aussi qui ont, politiquement, en tout cas, défini ce cadre pour attribuer les licences d'importation de bovins et de ovins. Et d'un autre côté, vous dites, il y a l'opposition aussi qui a sa part de responsabilité, compte tenu qu'elle n'a pas été suffisamment bienveillante en amont. Qu'elle n'a pas été suffisamment inscrite dans une logique de veille. Qu'elle n'a pas été alerte dès le début. Après, effectivement, peut-être qu'ils sont dans une logique de paralysie du fait de leur ultra-minorité et que, de fait, il y a peut-être une logique de démission davantage qu'une logique d'incompétence et qui fait que, voilà, ils voient les lois passer un peu comme les vaches regardent les trains passer. C'est-à-dire, de toute manière, on ne pourra rien changer, donc il ne sert à rien de s'inscrire. Une vache, quand elle voit le train passer, elle tourne la tête ou elle suit le train Elle suit le train d'un petit mouvement, voilà, rotatif, mais voilà. Et dans tout ça, on a les opinions publiques, on a les citoyennes et les citoyens. On est à 1 an et demi 16 mois à peu près, des élections législatives. On a eu un gros meeting, en tout cas sur les organisateurs, puisque les organisateurs ont revendiqué plus de 2000 personnes qui ont participé au meeting du RNI à Dakhla, c'était samedi dernier. Est-ce qu'on doit considérer qu'effectivement c'est une première démonstration de force, d'une part, selon vous, Rachid Achachi, et puis deux, dire aussi qu'Aïssa Khenouch, patron du RNI, ne va pas se laisser faire. Il est prêt effectivement à tout faire et à tout mettre en place pour pouvoir être reconduit en 2026. Est-ce que c'est votre lecture des choses? Non, c'est bien de tout faire pour être conduit, mais pas dans des soirées de gala, mais dans les projets du gouvernement et dans les politiques à mettre en place. Donc l'optimal serait d'aboutir à la fin du mandat avec un bilan positif. En termes de chômage, en termes là, effectivement, on applaudirait des mains et des pieds. Mais quand penser un bilan catastrophique par une logique événementielle et communicationnelle qui est proportionnelle au pouvoir d'achat des gens qui sont derrière, du parti qui est derrière, pour moi, c'est ostentatoire. Mais vous avez parlé effectivement d'Internet, des gens, de l'opinion publique. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, de la nature n'aime pas le vide. Et quand la dialectique ami-ennemi quitte le champ politique et ne disparaît pas pour autant. Elle investit un autre champ, qui est celui du digital, et puis, par la suite, celui de la rue. Et donc, la dialectique d'idées, de débats, de projets qu'on ne trouve plus au sein du Parlement, qu'on ne trouve plus entre les partis et les politiciens, on la trouve au niveau du digital.
Aujourd'hui, on voit une prolifération de podcasts. Là où le parti majoritaire est très présent, on est bien d'accord. Est-ce que c'est formellement, pas réellement, mais les gens ne sont pas dupes. Écoutez, moi je vois dans les commentaires, moi j'ai une stratégie. À chaque fois que je vois une vidéo, avant de regarder les vidéos, je vais voir les commentaires. C'est un travail de sociologie en réalité. Et ce que je vois, c'est que la plupart des commentaires idylliques vis-à-vis de la majorité ou du RNI en particulier sont immédiatement massacrés par des contre-commentaires qui les qualifient de mouches électroniques, de mouches électroniques. Doubab électronique en arabe. Enfin, j'ai traduit littéralement. Enfin, le mot n'existe pas en français, d'agences de communication, donc les gens ne sont pas dupes. Donc le RNI a une présence quantitative au niveau du digital, mais qualitativement, les Marocains ont compris. Et cela se voit. Et quand j'ai parlé de la prolifération des podcasts, des profils au niveau d'Instagram qui traitent de politique avec une forte demande et des centaines de milliers de vues, c'est qu'il y a une soif de débat d'idées. Et elle a investi le champ du digital. J'espère pas définitivement. J'espère qu'on finira par le retrouver au niveau du champ politique. Mais voilà. En tout cas, si on met en parallèle, Rachid Achachi, la sortie, ce meeting partisan du RNI, c'était samedi dernier à Dakhla. Et puis quelques jours après, donc c'était le 1er mai, d'ailleurs, c'est Abdellah Benkiran qui a été reconduit pour 4 ans à la tête du PJD, qui lui a fait une sortie aussi qui a été, je vais pas dire fracassante, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. Dangereuse, mais en tout cas qui a fait du bruit. Tout à fait. Qui a fait, a priori, plus de bruit que la sortie et le meeting du RNI de Aïssa Khanouch. Ce qu'il faut y voir aujourd'hui, effectivement, c'est dire voilà, Abdellah Benkiran a sa stratégie, il a pris la parole le 1er mai, ça a fait du bruit, et que quelque part déjà, au-delà de la démonstration de force du RNI samedi dernier à Dakhla, c'est peut-être le message d'Abdellah Benkiran de dire je suis là, et il faudra compter sur moi. En fait, on assiste à une confrontation entre deux manipulations de causes. L'un manipule de manière théâtrale la cause palestinienne pour en faire le fonds de commerce pas de son programme, puisqu'il n'y a pas de programme politique au PJD, mais de sa campagne électorale. Et Arnouch tente aujourd'hui de riposter en manipulant la cause du Sahara marocain, puisqu'il a choisi Dakhla. Il n'a pas choisi Tanger. Donc, dans le sens, regardez-lui, Ibn Kiran, il est prêt à sacrifier les intérêts du Maroc pour la Palestine. Moi, au contraire, je vais partir de la cause nationale qui est le Sahara marocain pour commencer ma campagne électorale. Dakhla, le meeting de Dakhla, le lieu géographique, pour vous, c'est pas un hasard? Pour moi, c'est pas du tout un hasard. Donc, il est allé le plus sud, il aurait pu aller jusqu'à Guéra, mais en l'occurrence, il s'est arrêté à Dakhla. Mais l'idée, c'est que voilà, moi, je pars de l'intérêt national, même géographiquement, je pars de Dakhla. Pour moi, c'est dangereux. Les deux jeux sont dangereux. On ne joue pas avec les causes nationales ou une cause internationale. Le débat et la confrontation devraient se faire sur le terrain des programmes politiques, sur le terrain des bilans, sur le terrain des idées. Mais là, malheureusement, on a effectivement un jeu qui est extrêmement dangereux. Parce que Abdellah Benkiran, effectivement, utilise la carte de la Oumma de manière fictionnelle, parce que la Oumma, religieusement, n'a jamais été une réalité politique, ça a toujours été une réalité morale, éthique, etc. Et dans l'imaginaire des frères musulmans, l'Oumma prime sur la nation, et la nation est un artefact qui est voué à disparaître au profit de la grande Oumma. Et donc là, le danger réside au niveau du PJD. Et au niveau d'Arnouch, c'est plutôt un problème de double allégeance entre les intérêts suprêmes de la nation dans sa totalité et une autre allégeance par la Palestine, par la Oumma, mais au capital. Quel est le meilleur tacticien pour vous, avec du recul? Est-ce qu'il y a un tacticien que vous dites, voilà, effectivement, parce qu'il y a de la tactique, la défense de la cause nationale, défense de la cause arabe, pour le PJD, Abdellah Benkiran, au niveau concernant la Palestine et Gaza, est-ce que là-dessus, il y a effectivement un qui est plus fin tacticien et plus fin stratège que l'autre? Évidemment. Abdellah Benkiran est infiniment plus fin stratège que Arnouch. Arnouch n'est pas un stratège du tout. Arnouch s'entoure d'agences qui lui conseillent comment faire, comment adopter, quels sont les éléments de langage. Alors le problème, c'est que les agences de communication qui l'entourent le conseillent en termes de communication, mais n'ont qu'une expertise en termes de stratégie politique, de tactique politique, etc. Benkiran a pour lui le vécu, l'expérience, et il est le produit d'une école qui est celle du frérisme musulman, qui est bien rodé au rapport de force avec l'État, un peu partout dans le monde musulman, et qui sait comment tirer les ficelles, comment provoquer, comment frotter la ligne rouge sans la franchir, aussi, les messages indirects, les invectives, etc. La provocation, tout à fait. Tout ça a été la rhétorique, tout ça a été calculé. Il y avait rien de spontané. Il n'y a rien de spontané. Benkiran a une stratégie qui est très fine et qui est très dangereuse en même temps, c'est d'accentuer les clivages, en ayant compris qu'au fait, il ne peut pas avoir de vote au-delà du vote radical, du vote de la colère et du vote conservateur. Et donc, au lieu d'aller chercher et de balayer large, il préfère se recroqueviller autour du noyau dur du vote conservateur et ici de la colère en raison de la crise économique, de l'inflation, etc., pour avoir un réservoir électoral sûr. Et donc, plus il alimentera les clivages, plus il alimentera la colère, et plus il pourra concentrer autour de lui ce vote radical. Quant au flottant électoral, au vote modéré, au vote indécis, il est prêt à accepter de l'abandonner aux autres.
Est-ce que ça veut dire aussi que, bon, parce que pour rappel, effectivement, en 2021, un des aspects aussi, des volets en tout cas qui a permis à Aziz Akhannouch de gagner l'élection, c'est de se montrer, d'incarner en tout cas l'anti-PJD, l'anti-islam politique. Est-ce que là-dessus, quelque part, cette configuration, ça lui convient d'avoir un Abdellah Ben Kiran qui renforce son positionnement sur cet échiquier-là, idéologique, et que du coup, peut-être que celui qui pourra en tirer les dividendes, c'est Aziz Akhannouch en disant, voilà, vis-à-vis des Marocains, attention, si vous voulez le retour de l'islam politique, voilà, la menace politique, elle est là avec Abdellah Ben Kiran, mais par contre, moi, je suis le défenseur. Est-ce que ça, on peut avoir un remake aussi entre 2021 et 2026? Non, j'y crois pas du tout. Pour la simple raison, c'est que du côté du vote islamiste ou à caractère religieux, il y a un seul prétendant, c'est Ben Kiran, il n'a pas de rival. Par contre, par rapport au vote, comment dire, pas alternative à l'islam, mais profane, on va l'appeler comme ça, il y a beaucoup de prétendants. Il n'y a pas que Akhannouch seul. Il y a Akhannouch, il y a le PAM avec Fatem Zahra Mansouri, il y a la gauche avec Nabil Mlabla. Donc le vote profane risque d'être infiniment plus fragmenté que le vote islamiste qui est concentré autour d'une personne. C'est deux blocs qui risquent de se... Donc en fait, on n'aura qu'un seul bloc. On aura un seul bloc et de l'autre côté, une fragmentation de micro-blocs. Entre 2-3 partis. Ce qui est en train de se dessiner, Rachida Chachi, vous disiez, on est déjà en campagne électorale. Tout à fait. Donc elle est déjà lancée. Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, il y aura les deux grands compétiteurs seront Aziz Akhannouch et Abdellah Ben Kiran, où il y aura deux projets de société où les Marocains devront se positionner. Où pensez-vous que des partis comme l'Istiqlal, des partis comme le PAM, ou le parti comme aussi l'USFP, le Mouvement Populaire et le PPS ont une partition qui pourront jouer, et un espace qu'ils pourront trouver? À moins d'un miracle où que Akhannouch arrive à faire pleuvoir de l'argent sur la tête des Marocains, je ne vois pas comment le RNI pourrait arriver premier. Pour moi, c'est pleuvoir de l'argent, c'est-à-dire c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de malentendus, c'est-à-dire d'investir massivement dans la com digitale, faire des événements à caractère communicationnel, rien n'interdit. Mais c'est une manière d'exister, d'être visible. Donc pour moi, il est impossible qu'il gagne, à moins d'un miracle. Tout est possible en politique. Donc effectivement, la rivalité va se faire davantage entre le PAM. Entre d'un côté, on va mettre en avant le côté moderniste. Donc pour la première fois, on aura peut-être une femme à la tête du gouvernement. Donc on joue sur la symbolique. Donc à l'occurrence, Fatima Zahra Mansouri. Oui. Vous pensez qu'elle peut être en pole position aujourd'hui? Je pense que c'est déjà tranché. Le PAM est relativement effacé ces derniers temps. Mais il attend le bon moment pour sauter sur l'occasion. Il est en mode je suis en train de me préparer. Il est plus dans la stratégie que Akhannouch, qui est dans la communication. Non, je pense qu'il y a un consensus à l'intérieur du parti autour de Fatem Zahra Mansouri, qui a réussi à évincer la plupart des rivaux. Abdellatef Ouahabi n'est plus dans la course. Donc le seul qui pouvait effectivement la gêner. Ben Saïd a accepté qu'elle soit éventuellement la future chef du gouvernement. Il l'a dit d'ailleurs dans un entretien télé, je crois que c'est à Média TV. Il avait dit que, en répondant à la question, est-ce que vous vous voyez comme futur chef du gouvernement si Pam gagne, il a dit, je vois une future au féminin. Certains diraient que c'est la discipline politique, ça. Oui. Parce que c'est le numéro 2 du parti, donc. Oui, mais bon, pour l'instant, il est toujours numéro 2. Donc, c'est un changement. Donc, je pense qu'il y aura une rivalité entre le PAM et le PJD, et chacun va agréger autour de lui des partis. Donc, l'USFP va probablement s'agréger autour du PAM, le PPS probablement autour du PJD, parce que ça a déjà eu lieu. Donc, premier gouvernement, un remake. Un remake de 2020. Tout à fait. Après, l'UC, les autres partis, on verra comment ça va se faire. Mais la polarité va se jouer autour du PAM. Donc, ça va être compliqué encore. Ça va être un micmac. Les Marocains vont pas comprendre encore. Ils vont se retrouver face à une espèce d'enjeu politico-politique extrêmement complexe, avec des alliances contre nature une fois de plus, avec des... Après, il y a un autre risque, c'est un taux d'abstention record. Effectivement, on va délégitimer, peu importe le gouvernement, peu importe la majorité qui va se constituer. Parce que l'idée qui est vendue, le package qui est vendu, c'est qu'on aura le gouvernement du mondial. Oui. Moi, j'ai jamais compris ce concept. Je connais le gouvernement des Marocains, pas du mondial. Le mondial ne vote pas. Mais bon, admettons. Donc, il y a cette idée de modernité, de fenêtre ouverte sur le monde, etc. Et donc, ça serait bien d'avoir un parti plutôt moderniste pour la Coupe du Monde, avec une femme à la tête. Donc, la vitrine, elle est parfaite. Donc, féminisme, etc. Plutôt qu'un barbu à la tête d'un gouvernement pour le mondial. Donc c'est ça un peu le fond de la stratégie de communication de part et d'autre. Donc marketing politique, ça passera pas avec un retour des islamistes. C'est ça que je suis en train de dire. Non, je dis qu'il y a des gens qui ne veulent pas ça. Après, il peut gagner. Oui, les gens. Les gens. C'est les gens ou c'est les Marocains? C'est les votants? C'est les électeurs? Non, pas les Marocains. Les Marocains, on ne saura ce qu'ils veulent que le jour du vote. Ça, je peux pas me prononcer à la place des Marocains. Mais disons qu'il y a des forces politiques profondes qui ne veulent pas effectivement que le PJD gagne. Et il y a une partie des citoyens marocains qui effectivement ne veut pas que le PJD gagne. Parce que moi, le danger pour moi, c'est pas que le PJD soit islamiste. Je m'en fiche. À la limite, c'est le Marocain qui décide. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'a pas de programme politique. Il n'a aucune vision.
Il n'a aucune même opinion par rapport à comment régler la question du chômage, comment régler la question de la hausse des prix. Rien. Il capitalise tout sur la question de la Palestine. Je veux bien, mais le Maroc doit avoir également sa part du gâteau en termes de vision, en termes de projet. Donc pour moi, le vrai débat doit être situé là. C'est pas la longueur de la barbe ou l'absence de barbe, mais c'est la longueur du programme politique ou non. C'est ça le vrai débat. En tout cas, Valère, aujourd'hui, vous considérez-vous que le rapport de force, il est de quelle nature? Concrètement, est-ce que c'est le RNI qui est là, qui prend des coups, qui les assume comme il peut, le retour de Abdellah Ben Kiran, à qui peut-être on a adossé aussi beaucoup de choses en termes d'invectives, ne l'aurait pas dites, mais en tout cas, vous dites que c'est une stratégie bien établie. Il y avait rien de spontané, tout était bien ficelé. Le PAM est en embuscade. Oui. Stikhalal aussi. Tout à fait. Bon, Stikhalal avait commencé au début à faire de l'opposition au sein de la majorité. Puis par la suite, il a battu en retraite, en attendant éventuellement de revenir sur le devant de la scène, peut-être même en quittant la majorité avant les élections. C'est possible. Qui a déjà eu lieu. À 16 mois aussi, vous avez fait référence à la cherté de la vie, à une dégradation du pouvoir d'achat qui est structurelle et continue. Il y a les problématiques du chômage, on l'a vu, malgré le léger recul, le léger repli du chômage par le HCP, on a encore un chômage des jeunes qui est massif. Dans les villes principalement, qui frôle les 40% des fois. Qui frôle les 40%, effectivement. Donc tout ça, c'est les vrais sujets, l'éducation, c'est la santé. Est-ce qu'il faut se dire aussi que il y a tout un jeu politique qui est en train de se passer, peut-être au-dessus de nous, sur le côté, à droite ou à gauche, mais en même temps, il y a ces réalités-là où on peut avoir l'impression... Sur ce terrain, personne ne va sur ce terrain. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un terrain qui est glissant et qu'ils n'ont pas d'idée à proposer. Il y a un vide. Il y a un vide intellectuel au sein des partis politiques, malheureusement. Mais citez-moi un intellectuel dans un parti politique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être intellectuel pour faire la politique aujourd'hui? Il y en a qui vous disent voilà, mais... Il faut des experts et des intellectuels. Il faut les deux. Il faut des gens connectés au terrain qui connaissent les mécanismes du terrain, et puis il y a des gens qui ont de la hauteur, une vue d'aigle qui permettent d'orienter les experts. C'est ce qui vous a fait dire dans votre dernière chronique. Il y a Trump. Ok, moi Trump ça me dérangerait pas, mais il faut savoir que Trump il est entouré de têtes. Tout à fait, d'Elon Musk, de Vance, il y a des philosophes qui travaillent derrière. Des puissances financières aussi, c'est-à-dire que. Ah oui. Voilà, parce qu'on a vu souvent en fait effectivement se dire aussi que on cogne sur Aziz Yarnouch parce que c'est quelqu'un de riche, c'est un chef d'entreprise qui a réussi, et que du coup cette relation que certains peuvent avoir avec l'argent, peut-être forme de frustration aussi, c'était aussi ça qui était à l'origine en fait de taper, de cogner politiquement sur non, c'est trop facile. Sur Aziz Yarnouch. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est trop facile parce que c'était pas le cas avec Mohamed El Alami par exemple, qui est également riche, mais que beaucoup de Marocains respectaient parce que le mec travaille, le mec est humble, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Aziz Yarnouch n'est pas Elon Musk. C'est pas quelqu'un qui envoie des fusées dans l'espace, c'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est pas quelqu'un qui est dans la tech, c'est quelqu'un qui est dans un secteur où il y a quasiment pas de risque. Donc on le voit comme un riche issu de la rente et issu d'un secteur stérile et non productif en termes de valeur ajoutée technologique, etc. Donc c'est un homme du sérail. C'est comme ça qu'on le voit. C'est ça la problématique. Et sans parler du fait que les conflits d'intérêts qu'il y a eu, les marchés d'offres, les marchés qu'il a récupérés. Quand on le critique essentiellement politiquement pour les politiques publiques qui sont menées et les résultats escomptés. En fait, qu'il a un pied dans la politique, un pied dans l'économique et qu'il n'hésite pas à basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des intérêts. Et qu'il n'y a pas de loi sur le conflit d'intérêts, puisqu'il y avait une loi qui devait être discutée et qui est aujourd'hui dans le tiroir du Parlement. Dans le tiroir, concernant les conflits d'intérêts, on avait effectivement il y a le. Aujourd'hui, on peut même pas punir, même s'il y a une preuve qu'il y a un conflit d'intérêts. Comment on va punir? Il n'y a pas de loi. C'est pas illégal. Donc il y a un vrai problème. C'est immoral, mais c'est pas illégal. C'est immoral, mais c'est pas illégal. C'est un vrai problème. Donc ça veut dire que pour vous, les choses vont se jouer sur le terrain plus politico-économique, plus politico. Devrait se jouer. Plus politico-financier, plus voilà, ce qu'on s'est dit voilà. Ce qui est dans l'air du temps et on voit un peu à travers le monde aujourd'hui, c'est pas forcément ceux qui ont des plus belles idées, tout à fait, qui sont élus, qui arrivent aux responsabilités. Mais c'est notre rôle en tant que différents médias que d'obliger ces politiciens à venir sur le terrain des débats politiques, des débats économiques, des débats relatifs aux problématiques réelles des Marocains, etc. Et de ne pas contribuer à les encourager dans cette rhétorique de façade qui occulte les vrais problèmes. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui d'ailleurs et dans les épisodes que vous faites. Beaucoup s'accordent à dire effectivement que c'est le momentum Maroc, on est en plein dedans. On a cette échéance 2025, on a l'échéance et le target 2030. Est-ce que vous considérez-vous qu'effectivement il peut y avoir un redressement aussi et un nouveau paysage, un nouveau cap en tout cas pour le pays, puis un nouveau cap aussi peut-être politique? Est-ce que, ou pas du tout? Honnêtement, je suis très inquiet, parce que si les choses continuent comme ça, on risque d'arriver au mondial, mais en perdant le Maroc en chemin. Si les choses continuent comme ça. Mais heureusement qu'il y a des possibilités de corriger le tir et d'obliger les partis à s'investir sur les vrais enjeux. Parce que la problématique, c'est que là, on est dans une course en avant totalement folle, fleur au fusil, entre quasiment tous les grands partis rivaux.
Aucun ne va sur le terrain des problématiques des Marocains. Les problématiques s'agrègent et s'accentuent davantage et davantage. Et une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde ne suffiront pas à atrophier la colère montante de la jeunesse marocaine. Donc, il y a un vrai danger. Pourquoi moi j'insiste sur les prochaines législatives ? Ça va être des législatives historiques. C'est pas juste un basculement du camp islamiste. Ça va être l'élection qui va décider est-ce qu'on continuera à aller droit dans le mur en appuyant davantage sur l'accélérateur, ou bien au contraire, on va lever le pied et on va revoir notre stratégie et on va accentuer tout l'effort que l'on déploie au niveau des vraies problématiques. Donc il faut pas prendre à la légère les prochaines législatives. Il faut qu'il y ait de vrais messages politiques qui soient envoyés dans ce sens. À tous les partis politiques. Il faut recadrer tous les partis politiques. On arrête avec ces débats de rhétorique, de politique politicienne, en occultant les problématiques des Marocains qui n'ont pas disparu. Les prix continuent d'augmenter, le chômage continue d'augmenter, le sentiment d'insécurité continue d'augmenter. Ajoutons à cela le contexte international, notamment les crimes commis en Palestine, qui font qu'on a un alignement planétaire de tous les facteurs de colère. C'est dangereux. On est dans une situation économique et socio-économique qui est pire que celle qui existait avant le 20 février. Est-ce que ça veut dire, pour conclure, Racine Achachi, qu'en fait, en même temps, la solution ou les solutions possibles, elles sont maroco-marocaines et que c'est pas, ça vient pas de l'extérieur, donc il va falloir aussi être suffisamment mature aussi pour prendre par le corps. Peut-être même qu'il faudra être plus que courageux, quitte à peut-être sortir du cadre de la Constitution de 2011. Parce que peut-être que le problème passera par un gouvernement désigné directement par le roi, indépendamment des urnes. Une forme d'état d'urgence économique, où on mettra les bonnes personnes dans les bons postes dans une logique transitoire, pour rééquilibrer la machine, régler les vrais problèmes, avant de redonner les mécanismes à une logique partisane de partis politiques. Un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, mais fondé sur les compétences, pas sur les affiliations partisanes. Moi, j'aurais aucun problème à ce que les 2/3 du gouvernement ne fassent partie d'aucun parti politique, qui soit désigné sur la base d'un CV, sur la base d'une expérience, sur la base d'une expertise. Un gouvernement de transition, dans le cadre d'un état d'urgence économique qui n'existe pas dans la Constitution, mais qu'on pourrait inventer. Parce que cette logique partisane est en train de nous tuer. Elle est en train de détruire le Maroc. Il y a urgence à la fois politique, il y a urgence d'abord économique et sociale, ou il y a urgence politique? Il y a une urgence politique qui aggrave l'urgence économique. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Pas trop polémiste aujourd'hui, si? Oui, non. L'enjeu ne s'y prête pas parce que l'enjeu nous touche tous directement et on parle de notre nation, de notre pays. Donc c'est quand même un peu compliqué d'être polémiste vu l'urgence. On pourrait l'être sur des sujets un peu moins urgents et moins importants, avec grand plaisir. Complètement. Merci une fois de plus en tout cas à vous. Merci à vous pour cette occasion. Conférencier et on va dire polémiste sans avoir été polémiste sur un vrai sujet aujourd'hui dans cette émission des débats 7e sens où effectivement il y a les sujets qui sont sur la table, qui sont là et on ne pourra pas mettre la poussière sous le paillasson. Le tapis il a pris de la hauteur depuis. Le tapis a pris de la hauteur. Merci une fois de plus à vous et à très bientôt. À très bientôt. 7e sens à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.